Bonjour Tan, donc de notre deuxième vidéo sur l'actualité, sur le présent, sur ce qui te passionne aujourd'hui, les crapauds fous, et ce soir même le lancement en première mondiale de ce mouvement. Et dans la première vidéo, tu disais qu'il fallait trouver une manière de changer d'échelle. Donc comment vois-tu ce changement d'échelle et c'est quoi les crapauds fous? Alors les crapauds fous, au départ, c'était une plaisanterie, mais en fait une plaisanterie sérieuse. Dans la nature, les crapauds, ça vit en fait sur la terre, et une fois par an, ils vont tous en même temps à la mare pour se reproduire. Et tu vois, les crapauds, le temps que ça plop, 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 s'il y a une route au milieu, ils se font écrabouiller. Et donc, pour éviter le massacre, les écologistes ont demandé à ce que chaque année, enfin pas chaque année en fait, qu'il y ait des tunnels sous les routes. Ah oui, ça, moi j'avais entendu parler de ça. Puissent passer en tout. Ça s'appelle les crapauducs, c'est sérieux. Ah, les crapauducs, oui, c'est voilà, sérieux. Hein. C'est pas une fausse information. Voilà. Et le problème, c'est évidemment la majorité vont continuer à passer et se faire aplatir, puis quelques-uns vont trouver la route. Donc nous, on s'était dit avec Cédric Villani, donc qui sont ces crapauds fous qui vont trouver le chemin sous l'autoroute? Et donc nous, on s'était dit non seulement il faut qu'on trouve ces chemins par rapport à une espèce qui va dans le mur, mais il faut aussi que si on trouve le chemin, on revienne dire aux copains, c'est par là les amis, c'est là que se trouvent les tunnels. Donc les crapauds fous, c'est octobre 2016. J'avais donc toute cette activité déjà dont j'ai parlé d'abeilles, de pollinisation, de faire des projets concrets. Et puis Cédric, lui, était plutôt perché du côté grand esprit, mathématiques et tout ça. Il se trouve que je l'aidais sur des projets de handicap et d'inclusion, trop long à expliquer, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux problèmes de société, en Afrique et ailleurs. Donc je me retrouve à l'aider, et puis on fait un truc qui marche super bien sur des handicapés, et on parle d'empowerment, de prise de pouvoir. Et on fait un débat, plein de gens dans la salle, et à la fin, les gens viennent nous dire, mais c'est complètement dingue qu'un matheux avec des idées brillantes et quelqu'un qui pollinise comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose pour aider à changer le monde? Et le lendemain, on se colle au truc, on se dit on va faire le manifeste du crapaud fou, puisqu'on n'a pas forcément les réponses. Mais cette question, me dit-il, est mal posée. Le problème actuellement n'est pas est-ce qu'il faut plus d'évidence scientifique, de GIEC, etc. C'est clair que ça ne marche pas, ça ne suffit pas. C'est excellent et ça ne suffit pas. Donc il faut poser le problème autrement pour que les fameux TLM, les gens se disent après tout, moi aussi ça me concerne. Donc on est parti sur l'idée d'un tsunami. On s'est dit on va essayer de le présenter comme un putsch médiatique avec quelqu'un qui est quand même la vedette scientifique que les Français aiment bien. Et l'idée au départ c'était je vais t'aider à parler aux 80 personnes qu'il faut sur la planète, les grands scientifiques. Ensuite je vais te faire la courte échelle pour qu'on soit visible dans les médias, putsch médiatique et scientifique. Et toi tu te démerdes pour monter tout le monde à bord. C'était ça l'idée. Mais en fait, ça a été complètement différent. À peine je commençais le travail de dire on va simplifier la partie écologique et tout ça, qu'on est en octobre, Trump est élu. Et là, consternation, que s'est-il passé? Donc moi, avec tous mes hackers, j'ai très vite trouvé la solution. J'ai détecté à cette époque-là, c'était novembre 2016, le problème de Cambridge Analytica. Donc un an et demi plus tard, on en parle. Nous, à l'époque, on avait déjà trouvé le truc. Donc bref, on a mis la main sur les fake news et tout ce qui se passait autour de la data. Et le troisième truc qu'on a trouvé, qui était une autre lame, un autre tsunami qui arrivait tout de suite, c'était le problème de IoT, Internet of Things. Tous ces objets connectés, ton smartphone, ta montre, ton frigo de main, ta voiture, toutes ces données, ces empreintes digitales que les machines avalent pour vous vendre des choses. Donc dans un cas, c'est carrément pour vous vendre Trump. Dans l'autre cas, c'est pour vous vendre des chaussures, des trucs et des machins. Et donc on se rend compte que quand on regarde de ça de plus près, que les gens sont de plus en plus pris là-dedans, entre ces trois lames de fond. Donc l'écologie, l'Internet des choses, ces objets connectés, le big data, et puis derrière, cette question des fake news et de comment est-ce qu'on garde le discernement. Donc, voyant ces trois éléments, le manifeste a pris une autre tournure, c'est devenu un jeu à balles réelles. C'est que je me suis mise en quête d'écrire une sorte de kit de survie pour dire aux gens, attention, avez-vous conscience de ce qui se passe là? Et c'est pour ça que le bouquin est devenu plus qu'un manifeste, c'est devenu un mouvement. Et donc dès février, Cédric a dit, bon, bah, compte tenu de ce qui se passe avec le big data et tous ces doutes qu'on a sur les algorithmes, donc grâce à lui, j'ai pu parler à beaucoup de scientifiques UP pour comprendre comment fonctionnaient ces machines-là. Donc c'est pas aussi grave qu'on le pense, mais simplement, on voit pas le problème là où il est, en réalité. L'IA, c'est pas compliqué, c'est comme l'électricité, c'est partout, sauf que les gens pensent que c'est un problème d'expert. Alors qu'en fait, c'est comme la carte bleue. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué à maîtriser. Il faut simplement savoir que c'est comme les 4 chiffres de ta carte bleue. Tu ne les laisses pas traîner, tu fais attention. Et de la même manière, si tu perds ta carte, tu appelles un numéro et tu sais ce qu'il faut faire. C'est un peu la même analogie. On n'a pas besoin de comprendre comment marche l'IA. On sait juste ce qu'il faut faire avec, ce qu'il ne faut pas faire avec. Voilà. Et donc partant de là, eh bien, en février, on s'est retrouvé avec Cédric qui part en politique parce qu'il avait peur que ça se passe mal. Et puis donc on l'a dit bye bye, on l'a plus revu après. Et puis nous, de notre côté, on s'est mis avec 34 personnes, dont des gens que tu connais.
Et on a écrit ensemble, vraiment compacté tous nos savoirs dans un bouquin dans lequel tu as aussi bien les jeunes de Ticket for Change, WeShare, des jeunes comme les étudiants qu'il y a ici à l'Université catholique de Lille, que des gens beaucoup plus anciens comme Jean-Baptiste de Foucault, Marc Luix, qui ont fait l'Europe avec de l'or. Et au milieu, les data scientists, des startups, beaucoup de grosses boîtes aussi, on a tout mélangé. Et dire dans le Nord, il y avait les gens de la famille Millier que je viens de voir aujourd'hui encore, Decathlon, Leroy Merlin, etc., qui nous ont aidés. Toute l'idée, c'était de se dire, face à ces 3 tsunamis, est-ce qu'on ne peut pas se mettre tous ensemble pour dépasser le TLM et faire que 30%, 40% des gens se disent « c'est mon problème ». Passionnant. Et est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut être mise au service, non seulement ne pas handicaper les individus, mais être mis au service du développement de la personne ? Parce qu'on pourrait effectivement utiliser l'intelligence artificielle, enfin il y a un potentiel extraordinaire pour l'éducation. On peut avoir des assistants qui nous vendent des objets dont on n'a pas besoin, mais on pourrait avoir des assistants qui nous développent de manière extraordinaire. Tout à fait. En fait, l'IA, au départ, c'est simplement un algorithme. Un algorithme, c'est quoi? C'est un programme qui prend des datas, qui va les interpréter pour faire soit une prédiction, soit une suggestion. Mais vous pouvez toujours dire « je suis d'accord ou pas d'accord ». Donc déjà, ce n'est pas l'IA qui vous maîtrise, c'est vous qui dites ce que vous voulez avec ou pas. Donc, partant de ça, il est évident que, par exemple, si tu prends le cas qui est beaucoup évoqué de la jurisprudence pour les avocats, bah, la machine peut très bien analyser tous les trucs un peu laborieux et te dire, voilà, dans ce cas de figure, ce qui s'est passé, etc. Après, l'humain reprend le contrôle et décide. Pareil pour la santé, pareil pour l'éducation. Il y a plein de tâches répétitives et quand tu as quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer ou une maladie de Parkinson ou d'autres choses comme ça, une machine qui refait les mêmes choses, qui t'aide à apprendre, c'est vraiment un auxiliaire très intéressant. D'ailleurs, c'est très très appliqué aujourd'hui en gérontologie. On s'en sert aussi pour les handicaps lourds, pour essayer d'aider les enfants à avoir une sorte de rétro-feedback de ce qui se passe dans leur tête et des choses comme ça. Donc nous, on a vraiment, l'IA ne diminue pas l'humain. Au contraire, non seulement il peut nous aider à mieux prendre des décisions, mais surtout, l'erreur, c'est de penser que ça n'appartient qu'aux experts. Moi, je dis souvent, comme Cédric, que c'est comme toute technologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait. Il faut comprendre une chose, c'est que l'IA aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était une IA symbolique assez lente, comme la grammaire ou le solfège, ça fait ce que tu lui dis. Depuis pas très longtemps, c'est passé en machine learning, c'est-à-dire que la machine avale plein de data, elle apprend comme un nourrisson, et sur la base de tout ce qu'elle avale, elle calcule statistiquement la bonne réponse. Donc s'il n'y a pas un humain derrière qui dit statistiquement c'est peut-être la bonne réponse, mais je ne suis pas d'accord, elle peut très bien dire statistiquement tout le monde est anti-juif et devenir anti-juif. Donc c'est là où il faut un humain pour éduquer le nourrisson. Voilà. Oui, ça c'est très important. Et alors qu'est-ce que tu vois comme grand enjeu pour le futur, justement, en conclusion? Il y a l'intelligence artificielle. Quels sont les autres grands enjeux pour le futur? Pour moi, le gros enjeu, et c'est de ça qu'on va parler ce soir avec David Lee, qui vient nous voir de Shenzhen, c'est vraiment l'empowerment, de reprendre en main les choses qui sont autour de nous pour être un nouveau acteur. Et en fait, ce que nous, on a déjà fait, c'est la partie connaissance, donc, les MOOC, le partage, l'éducation. Ce qu'on voit moins, c'est qu'en fait, les machines, également, on peut reprendre le contrôle. Donc lui, il va nous présenter ce qu'il a fait, par exemple, sur les smartphones. Il décompose ça en enlevant toutes les fonctionnalités inutiles. Et au lieu d'avoir un machin à 300, 600 euros, ça sort à 50 euros. Et tout le monde peut le réparer, enlever la pièce qui est cassée, etc. Il est en train de faire la même chose avec les voitures électriques. Il est en train de faire pareil avec des machines qui sont dans les fermes. Donc en fait, tout son message, c'est que l'innovation de la Silicon Valley qui fait poète-poète avec 10 millions d'euros pour des trucs compliqués, cette innovation-là, elle est bientôt finie. La vraie innovation pour lui vient de la rue. À partir du moment où les gens ont accès aux composantes et qu'on leur explique comment bidouiller les choses, on peut pratiquement prendre le contrôle de presque tout ce qu'on a autour de nous. Très intéressant. Donc on restera sur cette idée de la reprise de chacun de sa propre vie, de créer sa vie. C'est une idée très très importante. Merci beaucoup, Tan. Je laisse la place à... Oui, attends, ne bouge pas une seconde. On fait la conclusion.